Le soleil commence à se lever sur Toulouse, colorant les façades de briques roses d'une lumière douce. Dans un appartement moderne au dernier étage, les volets roulants se lèvent lentement au bruit mécanique habituel. Dans la grande chambre encore dans la pénombre, un réveil affiche 6-2. Sur le lit, Thomas Roussel ouvre les yeux avant même que l'alarme ne sonne. C'est devenu une habitude, ou une incapacité à vraiment dormir. Il reste quelques secondes immobile, à écouter le silence. Puis, dans la chambre voisine, une voix claire déchire la tranquillité. « Papa, mon réveil, il marche pas. » Thomas soupire, mais un sourire se dessine déjà sur son visage. « J'arrive, Camille, » répond-il en se redressant. Il enfile un t-shirt, traverse le couloir. Dans la petite chambre aux murs décorés d'affiches de licornes et de planètes, Camille, 8 ans, cheveux châtains emmêlés et pyjama rose, tripote un réveil en forme de chat. « Il marche très bien, ton réveil, » constate Thomas. « C'est toi qui voulais me réveiller, avoue. » Elle rougit légèrement. « Peut être. » Il s'assoit sur le bord du lit, lui ébouriffe les cheveux. « Allez, ma grande, on se prépare. Tu as piscine aujourd'hui, non ? » « Oui. » Elle se redresse d'un bond. « Et tu as dit que tu viendrais me voir nager, tu te souviens ?» La phrase reste suspendue. Thomas sent quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il se souvient très bien. Elle lui a demandé 3 fois cette semaine. « Je vais faire tout mon possible, » répond-il. Les yeux de Camille se plissent. Elle connaît cette réponse. « Papa, tout mon possible, ça veut dire non ?» Le coup est direct, sans filtre. Thomas hoche la tête de côté, comme s'il cherchait la réponse sur le mur. « Ça veut dire que j'ai une grosse réunion ce matin, très importante. Mais si elle se termine plus tôt, je viendrai. Je te le promets. »« Tu promets toujours, » murmure Camille. Il la regarde, surpris par la maturité cinglante de cette phrase. « Et toi, tu n'as que 8 ans, tu sais, » dit-il doucement. « Laisse-moi une chance. » Elle hausse les épaules. « Bon, mais je vais quand même prendre mon plus beau maillot, au cas où. » Elle descend du lit, court vers la salle de bain. Thomas reste un instant assis, les coudes sur les genoux. Il passe la main sur son visage, comme pour effacer la fatigue. À 39 ans, PDG de Skylink Solutions, une entreprise de services numériques en pleine expansion, on le décrit dans la presse comme un homme d'affaires visionnaire, infatigable, stratège redoutable. On oublie souvent qu'il est aussi père, célibataire. Il a obtenu la garde principale de Camille après une séparation compliquée. La mère de la fillette, partie vivre à Londres avec un nouveau compagnon, la voit pendant certaines vacances. Camille l'adore. Mais c'est ici, à Toulouse, qu'est sa maison. Avec ce père qui jongle en permanence entre ses réunions, ses équipes, ses déplacements et ses histoires du soir, Thomas aime sa fille d'un amour qui lui fait parfois peur, justement parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de se rater. Et pourtant, il a l'impression de courir constamment après elle, après le temps, après ce qu'il aurait dû faire autrement. Il a déjà raté la fête de l'école l'année dernière, le spectacle de fin d'année, 2 anniversaires. À chaque fois, il avait une bonne raison, une levée de fonds, une signature de contrat, un déplacement avec un client. Pour elle, se dit-il souvent, pour se rassurer. Pour son avenir, pour qu'elle ne manque de rien. Mais au fond, il sait qu'il y a un gouffre entre ne manquer de rien et se sentir importante. Ce matin-là, il se prépare avec la sensation désagréable que quelque chose pourrait déraper. Une intuition vague, qu'il chasse en se nouant sa cravate. La journée s'annonce doublement cruciale. À 9 heures, présentation de la nouvelle plateforme de Skylink aux investisseurs. À 11h30, le cours de piscine de Camille, qu'il pourrait être attrapé si tout se passe parfaitement. Il se promet encore une fois d'essayer. Il ne sait pas encore qu'avant midi, sa priorité va changer d'une façon brutale.
que ce ne sera plus une question de piscine ou de présentation, mais une question de vie ou de mort. Le gymnase municipal où Camille a piscine se trouve à 10 minutes de l'école. Ce jeudi, le ciel est d'un bleu presque insolent. Les enfants, en rang, parlent, rient, se poussent. Camille marche au milieu, son sac de piscine sur l'épaule. Elle cherche du regard le portail, se demandant encore si, par miracle, son père sera là, appuyé contre la grille, un sourire coupable sur le visage. Elle sait que c'est improbable, mais elle garde un petit morceau d'espoir. La maîtresse fait traverser la classe sur le passage piéton qui mène au gymnase. Une voiture freine brusquement, un vélo passe trop près. L'ambiance est un mix de désordre et de routine. Tout va très vite, trop vite. Un cri, un choc, le bruit sec d'un corps sur le bitume. Une voiture qui ne s'est pas arrêtée à temps. Camille n'a même pas le temps de comprendre. Elle sent juste quelque chose de dur contre sa tête, puis plus rien. À quelques kilomètres de là, dans une salle vitrée au dernier étage des bureaux de Skylink, Thomas pointe un graphique sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, notre taux de rétention a augmenté de 35% sur les 12 derniers mois. Les investisseurs hochent la tête. Certains prennent des notes. Le directeur financier sourit avec satisfaction. Son téléphone, posé à côté de son ordinateur, se met à vibrer. Il jette un coup d'œil rapide. École Camille, appel entrant. Son cœur rate un battement. Il hésite une seconde. « Excusez-moi, La directrice du fonds d'investissement lève un sourcil. « C'est très important, ajoute-t-il, sans plus d'explication. Il prend le téléphone, s'éloigne vers la baie vitrée. Oui, la voix à l'autre bout est celle de la directrice de l'école, tremblante, trop maîtrisée. « Monsieur Roussel, c'est à propos de Camille. Il y a eu un accident sur le trajet de la piscine. Les pompiers l'emmènent à l'hôpital Purpin. Les mots ne font pas sens immédiatement. Un accident? Une voiture. Les pompiers disent qu'elle respire. Mais il faut venir. Tout de suite. J'arrive, dit-il. Il ne sait pas encore comment il a quitté la salle, attrapé sa veste, pris les clés, dévalé les 4 étages jusqu'au parking. Dans la voiture, il ne se souvient plus du trajet. Juste de la voix de la directrice qui répète « Elle est en vie » et de son propre souffle court. À l'hôpital Purpan, le service des urgences pédiatriques est en effervescence. Une ambulance arrive, sirène éteinte. Les portes s'ouvrent sur un brancard où une petite fille est allongée, inconsciente, un collet cervical autour du cou, une perfusion déjà en place. À l'intérieur de l'hôpital, une femme en blouse bleue s'avance. Elle a les cheveux châtains relevés en un chignon rapide, des cernes légers sous les yeux, un stéthoscope autour du cou. Sur son badge, on lit « Docteur Léa Martin, pédiatrie urgence ». Elle a 36 ans. Elle connaît trop bien ce genre de scène. Et pourtant, chaque fois, elle ressent la même pointe de stress. « Elle s'appelle comment ?» demande-t-elle au pompier. Camille Roussel, 8 ans. Collision avec un véhicule. Trouble de conscience à l'arrivée. Score de Glasgow à 10. Fracture probable du bras gauche. Plaie au cuir chevelu. Tension stable. Léa s'approche, pose sa main sur le front de la fillette. « Camille, je m'appelle Léa. Tu es à l'hôpital. On va s'occuper de toi, d'accord ?» Camille gémit faiblement. « On l'emmène au scanner dès que possible », ordonne Léa. Prélèvement, radio du bras, bilan complet. On surveille de près. Elle se met en mouvement. Une infirmière vient déjà mettre à jour le dossier informatique. « Les parents ont été prévenus ? » « Le père est en route », répond l'infirmière. « La mère vit à l'étranger, d'après l'école. » Léa hoche la tête. Elle connaît ce profil, enfant pris en charge par un seul parent principal. Elle connaît aussi l'expression sur leur visage quand ils arrivent. Elle la connaît parce qu'elle l'a vue sur le visage de sa propre mère.
Il y a longtemps, quand Léa, à 10 ans, avait été fauchée par un vélo. Elle la connaît aussi parce qu'elle est, depuis 6 ans, mère célibataire d'un petit garçon, Noah, 5 ans. Le père de Noah a choisi une autre vie quand il a appris la grossesse. Elle ne lui en veut plus vraiment. Elle a construit la sienne sans lui, mais elle sait la fatigue, le poids des décisions, la peur constante de ne pas être là au bon moment. Elle ne sait pas encore que, dans quelques minutes, elle va regarder un de ses parents dans les yeux et que quelque chose, très lentement, va commencer à bouger en elle. Thomas surgit dans le hall des urgences, le souffle coupé. « Ma fille, Camille Roussel, accident. » L'agent d'accueil l'oriente vers les urgences pédiatriques. Il court presque, s'arrête devant le guichet. « Ma fille, Camille. » L'infirmière consulte l'écran. « Elle est en cours de prise en charge, monsieur. Le docteur Martin s'occupe d'elle. »« Je peux la voir ? » ?»« Pas tout de suite. Il faut d'abord qu'on fasse des examens. Asseyez-vous là. On viendra vous chercher. » S'asseoir. Il s'assied. Il fixe le mur. Ses mains tremblent. Il pense à tous ces matins où il s'est dit qu'il avait le temps, qu'il pourrait toujours rattraper, qu'il serait plus présent plus tard, quand l'entreprise serait stabilisée, quand la croissance serait assurée, quand, et si ce plus tard n'arrivait pas, il ne sait pas combien de temps passe, 10 minutes, 1 heure, une éternité. Une voix finit par prononcer son nom. Il se lève d'un bond. Monsieur Roussel, une femme en blouse bleue se tient devant lui. Cheveux relevés, regard intense mais calme. Je suis le docteur Léa Martin. Je m'occupe de votre fille. Il cherche dans ses yeux une bonne nouvelle. Comment va-t-elle? Camille a eu un traumatisme crânien, mais le scanner ne montre pas d'hémorragie cérébrale, expliquait-elle d'une voix claire. Elle a une fracture du bras gauche, qui sera immobilisée. Elle a une plaie au cuir chevelu que nous avons suturée. Elle est encore somnolente, mais elle respire seule. Ses constantes sont stables. Il s'accroche aux mots-clés. Elle va s'en sortir? Léa le regarde droit dans les yeux. On reste prudent les premières 24 heures. Mais pour le moment, il n'y a pas de signe qui nous inquiète gravement. Elle est hors de danger immédiat. Le souffle de Thomas sort dans un long soupir qu'il ne contrôlait plus. Ses jambes flageolent. Il se retient à la chaise. Merci. Léa le laisse reprendre un peu d'air, puis ajoute « Vous pouvez venir la voir quelques minutes. » Ensuite, nous la montrons en observation en pédiatrie. Elle l'accompagne jusqu'à un box. Camille est là, petite silhouette sur le lit trop grand, bras plâtrés, bandage autour de la tête, une perfusion au bras. Ses yeux sont fermés. Thomas sent quelque chose se briser en lui. Camille, il s'approche, prend sa main libre. « Papa est là », murmure-t-il. Léa les regarde un instant, en retrait. Elle a l'habitude de ces scènes. Et pourtant, cette fois, quelque chose la touche plus. Cet homme en costume, perdu, qui serre la main de sa fille comme si c'était son seul ancrage. Elle devine en lui la fatigue, la culpabilité, la panique. Elle connaît trop bien ce mélange. « Elle peut m'entendre » demande-t-il sans quitter sa fille des yeux. « Probablement oui », répond Léa. Même si elle semble dormir, le cerveau enregistre beaucoup de choses. Parlez-lui, rassurez-la. Il hocha la tête, incapable de parler pendant quelques secondes. « Merci, docteur », dit-il finalement. « Vous lui avez sauvé la vie ?» Léa secoue légèrement la tête. « Les pompiers ont fait un excellent travail, et l'équipe ici aussi. On est plusieurs à s'en occuper. Mais c'est vous qui... » Il cherche ses mots. « C'est vous qui avez pris les décisions. » Il déglutit. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Elle esquisse un sourire triste. « Faites simplement en sorte d'être là pour elle. C'est ce dont elle aura le plus besoin. » Cette phrase tombe en lui comme une évidence brutale. Elle ne sait pas à quel point elle vient de viser juste.
Elle, c'est juste ce qu'elle dit souvent. Mais pour lui, c'est un coup de projecteur violent sur tout ce qu'il a laissé filer. Les premiers jours à l'hôpital sont une succession de visites, d'examens, de nuits hachées. Camille récupère doucement. Elle ouvre les yeux, mange un peu, se plaint de son bras, demande où est son maillot de bain. « J'ai raté la piscine, hein ?» grogne-t-elle. Thomas rit, les larmes aux yeux. « Oui, et moi j'ai raté ma réunion. On est quitte. » Le mot « réunion » lui semble soudain ridicule. Pendant qu'il dort sur une chaise pliante à côté de son lit, son équipe le bombarde de messages. On reporte la présentation. Les investisseurs demandent une nouvelle date. On gère. Ne t'inquiète pas. Pour la première fois depuis qu'il a fondé Skylink, Thomas laisse vraiment les autres gérer. Il ne quitte presque pas l'hôpital pendant 3 jours. Il prend une douche rapide chez lui au petit matin, revient aussitôt. Léa le croise régulièrement dans le couloir. Parfois, elle trouve Thomas assis près du lit, lisant une histoire à Camille. Parfois, elle le surprend les yeux fermés, la tête penchée en avant, endormi de fatigue, la main toujours posée sur la couverture. Une nuit, vers 2 heures du matin, elle le voit dans le couloir, au distributeur de café. « Vous devriez essayer de dormir un peu dans la chambre accompagnant Monsieur Roussel, lui dit-elle. Il sursaute. J'y arrive pas. J'ai peur qu'il se passe quelque chose pendant que je dors. Nous sommes là, rappelle-t-elle. On veille sur elle. C'est notre travail. Il baisse les yeux vers son gobelet. J'ai passé des années à veiller sur mon entreprise comme ça, dit-il d'une voix rauque. Et, au moment où... Il s'interrompt, la gorge serrée. Au moment où ma fille a eu besoin de moi, j'étais en réunion. Léa l'écoute sans le presser. Vous n'auriez pas pu empêcher l'accident, dit-elle doucement. Vous n'y étiez pour rien. J'aurais pu être là quand même, insiste-t-il. Peut être qu'elle aurait moins peur. Peut être que... Je sais pas. Il s'arrête, secoue la tête. Je travaille tout le temps en me disant que c'est pour elle. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est que je sois là. Pas que je lui paye les meilleurs stages d'anglais ou la dernière tablette. Il rit, nerveux. Pardon. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Vous avez autre chose à faire que d'écouter les états d'âme d'un père en panique. Je passe mes journées avec des parents en panique, répond Léa. Et ce que vous dites, je l'ai entendu plus d'une fois. Cela ne le rend pas moins vrai. Elle s'appuie contre le mur. Vous savez, moi aussi, je travaille beaucoup. Les gardes de nuit, les urgences, je me suis longtemps dit que c'était pour Noah, pour qu'il ne manque de rien. Et un jour, sa maîtresse m'a dit, il est très fier que sa maman soit docteur, mais il aimerait aussi que sa maman vienne à la kermesse. Thomas la regarde. Vous avez un fils? Oui, 5 ans. Elle sourit. Et vous arrivez à concilier tout ça? Elle éclate d'un rire franc. Non. Enfin, pas parfaitement. Parfois, je m'en sors à peu près. Parfois, je culpabilise dans un sens ou dans l'autre. Je pense que c'est ça, être parent seul. Être en retard quelque part en permanence. Un silence complice tombe entre eux. Vous êtes toujours seul avec lui? Demande Thomas. Depuis le début, répond-elle tranquillement. Son père a choisi une autre route. On fait notre vie à 2. Elle n'a plus mal en le disant. C'est devenu un fait, simple. Je suis désolé, murmure-t-il. Ce n'est pas nécessaire, répond-elle. J'ai beaucoup appris en étant seule avec Noah. À quel point je peux être forte, mais aussi à quel point je ne peux pas tout faire. Elle le regarde. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait, monsieur Roussel. Juste présent. Cette phrase, encore, présent. Il se dit qu'il faudra qu'il apprenne ce que ça veut dire, au-delà de ses jours d'hôpital. Quelques jours plus tard, Camille va mieux. Elle récupère vite ce mélange d'élasticité et de fragilité propre aux enfants. « Quand est-ce qu'on sort ?» demande-t-elle à Léa. « Bientôt », répond la pédiatre avec un sourire.
Mais il va falloir être prudente encore un moment. Je suis forte, déclare Camille. Et mon papa, il reste ici avec moi. Elle lance un regard fièrement possessif vers Thomas. Léa la taquine. Oui, j'ai vu ça. On dirait qu'il ne veut plus partir. On va être obligé de lui trouver un lit ici. On peut l'embaucher, propose Camille. Il fera le café. Thomas rit. Je ne suis pas sûr d'être très doué pour ça. On apprend, répond Léa, les yeux brillants d'une lueur amusée. Cet échange, simple, laisse pourtant une trace. Elle observe Thomas qui, chaque jour, semble plus déterminé à être là. Elle voit aussi sa façon maladroite de poser des questions, de vouloir tout comprendre, de retenir les consignes. Quand Camille est enfin autorisée à sortir, une infirmière lui retire le bracelet identificatif. « Voilà, championne, tu es libre. » Camille se tourne vers Léa. « Vous allez me manquer, » dit-elle sans filtre. « Vous êtes gentille. » Le compliment la touche. « Toi aussi tu vas me manquer, » répond Léa. « Mais c'est bien mieux quand je ne vous revois pas, tu sais. Ça veut dire que tu n'as plus d'ennui. » Thomas regarde la scène, ému. À l'accueil, on lui tend un dossier avec les comptes rendus, les ordonnances. Si vous avez la moindre question ou si quelque chose vous inquiète, vous appelez ce numéro, explique Léa en lui montrant une feuille. De jour comme de nuit, il y a toujours quelqu'un. Il hésite un instant, puis ose. Et vous? Elle le regarde, ne comprend pas tout de suite. Moi? Je veux dire, si jamais j'ai une question spécifique, il se racle la gorge. À propos de Camille, ou d'autre chose. Il se hait presque d'être aussi maladroit. Elle comprend alors. Un léger embarras rosit ses joues. Je ne peux pas vous donner mon numéro personnel pour des raisons professionnelles, dit-elle doucement. Mais je suis souvent de garde. Si vous passez par ici, on finira bien par se recroiser. Il acquiesce, accepte cette limite. Il ne sait pas encore qu'ils vont se recroiser beaucoup plus vite que prévu. Le retour à la maison est à la fois un soulagement et un chaos. Camille, avec son bras plâtré, découvre les contraintes du quotidien. S'habiller, se laver les cheveux, manger avec une seule main. Thomas découvre, lui, la logistique d'un convalescent. Il finit par poser son ordinateur sur la table de la cuisine, travaillant entre deux papas, j'ai besoin d'aide, et deux appels au médecin pour vérifier des détails. Son assistante prend le relais sur beaucoup de sujets. « On peut repousser la présentation, Thomas, » lui dit-elle au téléphone. « Personne ne va vous en vouloir. »« Je sais, » répond-il. « Je ne veux juste pas qu'on se plante. Pour l'équipe. Pour l'équipe, c'est bien que notre PDG montre qu'il a le droit d'avoir une vie aussi, rétorque-t-elle. Il sourit malgré lui. Camille, elle, parle souvent de l'hôpital, de Léa, des infirmières. Quand je serai grande, je veux être docteur comme elle, affirme-t-elle un soir. Tu veux sauver des vies? Demande Thomas. Oui, et mettre des pansements avec des dessins, et parler aux enfants qui ont peur. Il se tait un moment. Elle t'a beaucoup rassuré, hein? Camille hoche la tête. Elle a dit que j'étais courageuse, et que tu étais là. Elle lui lance un regard. Tu étais là, papa, tout le temps. Cette phrase vaut toutes les récompenses du monde. Une dizaine de jours après la sortie de Camille, un samedi après-midi, Thomas se retrouve à faire quelque chose qu'il n'a pas fait depuis très longtemps. Il emmène sa fille au jardin des plantes pour prendre l'air. Elle marche prudemment, un peu plus lente, mais souriante, son plâtre décoré de dessins et de signatures. « On peut prendre une glace ?» demande-t-elle. « Oui », répond Thomas sans même réfléchir au sucre, à l'heure, au bon sens. Il s'installe sur un banc. Les arbres bruissent doucement, des enfants jouent plus loin. « Tu crois qu'on va revoir le docteur Léa ?» lance Camille au bout d'un moment. « Je ne sais pas, ma puce. Elle travaille à l'hôpital. Elle est sûrement très occupée. Je voudrais lui dire merci. Encore. » La coïncidence,
ou le destin, décide alors d'intervenir. Un petit garçon passe en courant, poursuivi par une femme. « Noah, attends-moi !» Thomas relève la tête. Le petit garçon s'arrête près du toboggan. La femme qui le rattrape n'est autre que Léa. En jean, basket, manteau bordeaux, cheveux lâchés, sans blouse ni stéthoscope. Il lui faut une seconde pour la reconnaître. Elle aussi, quand elle tourne la tête et croise son regard. « Docteur Léa !» s'écrie Camille, ravie. Léa rit. « Ici, tu peux juste dire Léa, Camille. » Elle s'approche, un peu surprise, mais heureuse de voir la fillette en meilleure forme. « Tu marches très bien, dis donc, » commentait-elle. « Comment va le bras ?»« Il gratte, » grogne Camille. « Mais sinon ça va, je peux encore manger des glaces. » Elle montre fièrement son cornet. Léa sourit, puis se tourne vers Thomas. « Bonjour, » dit-elle. « Bonjour, » répond-il, un peu plus nerveux qu'il ne l'aurait cru. « Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. »« Moi non plus, » avoue-t-elle. Mais Noah adore ce parc. Elle désigne le petit garçon qui escalade déjà la structure de jeu. « Noah, viens dire bonjour. » Le garçon accourt. « Voici Noah, mon fils, » présente-t-elle. « Noah, c'est Camille, dont je t'ai parlé, et son papa, Thomas. »« Bonjour, » dit Noah timidement. « Tu veux une glace ?» propose immédiatement Camille. « On peut partager un peu. » Noah regarde sa mère. « Tu peux en prendre une petite, » cède Léa. Les deux enfants disparaissent vers le kiosque un peu plus loin. Léa et Thomas restent seuls sur le banc. Il y a un petit silence, pas vraiment gênant. « Elle a l'air de bien récupérer, » dit Léa. « Oui, grâce à vous tous, » répond Thomas. « Vous aviez raison, » ajoute-t-il après une seconde. « Je n'aurais pas pu empêcher l'accident, mais je peux changer ce que je fais à partir de maintenant. » Elle le regarde, intriguée. « Qu'est-ce que vous avez changé ?»« J'ai délégué plus de responsabilités à mon équipe. J'ai repoussé des déplacements et j'ai commencé à dire non. » À qui ? Aux investisseurs. À certains clients. À mes propres réflexes. Il rit un peu. C'est étrange, quand on a passé 10 ans à dire oui à tout. Zé, i ou don, Léa sourit. Et comment ça se passe ? L'entreprise ne s'est pas effondrée. Il hausse les épaules. Lundi, on refait la présentation. Mais j'ai fixé l'horaire après le rendez-vous de contrôle de Camille. Pas l'inverse. Cette petite phrase la touche. C'est un bon début, commente-t-elle. Les enfants reviennent avec leur glace. Ils s'installent à même le sol, discutent déjà comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Tu veux qu'on marche un peu ?» propose Léa. « Enfin, si vous n'êtes pas pressé. » Thomas jette un coup d'œil à sa montre, réflexe conditionné. Il n'a rien d'urgent. Rien de plus urgent que ça, en tout cas. « Non, on a le temps, » répond-il. Il se lève, marche côte à côte, pendant que les enfants courent devant. Il parle d'abord de choses simples. L'école, le temps, la pousse des dents de Noah, les devoirs de Camille. Puis, peu à peu, la conversation devient plus personnelle. « Vous avez l'air différent de l'homme que j'ai vu la première fois aux urgences, » remarque Léa. « Moins paniqué, moins enfermé, » précise-t-elle. « Comme si vous respiriez un peu mieux. » Il réfléchit. « Je ne dirais pas que tout est réglé, » avoue-t-il, « mais ce qui est arrivé à Camille m'a forcé à regarder ma vie en face, et ce n'était pas beau à voir. Parfois, il faut un électrochoc, » murmure Léa. « Vous en avez eu un, vous ?» Elle hoche la tête. « Quand Noah est né, » répond-elle, « j'ai compris que je ne pouvais plus me contenter de subir, il n'y aurait personne pour rattraper mes erreurs. Alors, j'ai choisi mon service, mon rythme, ma ville, en fonction de lui. » Elle sourit doucement. « Ça m'a aussi coûté des choses. Des relations, un poste plus prestigieux à Paris, des soirées entre amis. Mais
Ce que j'ai gagné avec lui vaut largement tout le reste. Thomas la regarde, admiratif. Vous êtes impressionnante, laisse-t-il échapper. Elle rit, un peu gênée. Non, je suis juste une mère qui fait comme elle peut. Il sent pourtant en elle une force qui le bouscule. Il s'arrête près du bassin, où des canards flottent, indifférents aux drames humains. Et vous, demande Léa, vous avez toujours voulu être PDG? Non, répond Thomas après une courte réflexion. Je voulais être ingénieur en aéronautique au départ. Construire des avions, des choses qui volent. Puis j'ai découvert la tech, j'ai monté cette boîte avec des amis, et c'est parti. Il hausse les épaules. J'aime mon travail. Vraiment. Mais je l'ai laissé prendre toute la place, comme si je n'existais que là-dedans. Et maintenant? Maintenant. Il regarde Camille qui montre quelque chose à Noah en riant. Maintenant, j'ai envie d'être bon dans autre chose aussi. Être un bon père. Et, être, il s'interrompt, se trouve soudain très audacieux. Et être, insiste Léa, un petit sourire aux lèvres. Et être, un jour. Être quelqu'un pour quelqu'un. La phrase est maladroite. Pourtant, elle résonne en elle. Léa se tait un moment. Elle pense à Noah, à ses nuits d'insomnie, à la solitude dans son lit, au bruit du frigo la nuit. Elle pense aussi à la paix relative qu'elle a construite à deux. Je me suis juré de ne plus laisser entrer personne dans nos vies avant d'être sûre, dit-elle doucement. Sûre de quoi? Je ne sais même pas. Mais je ne veux pas que Noah s'attache à quelqu'un qui disparaîtrait. Je comprends, répond Thomas. Il ne dit pas qu'il a peur aussi. Peur d'aimer à nouveau, après une séparation où il s'est senti démoli, culpabilisé, jugé. Il se regarde. Si ça peut vous rassurer, ajoute-t-il avec un demi-sourire. Je suis moi-même un débutant total en matière de relations. Je ne risque pas d'aller trop vite. Elle rit. Ça, je veux bien le croire. Les enfants reviennent, réclamant de voir les canards de plus près. La conversation se suspend, rangée quelque part dans un coin de leurs esprits. Les semaines suivantes, leurs vies se croisent de plus en plus. Camille et Noah réclament de se voir. On peut aller au parc avec Noah? On peut inviter Camille à la maison? Léa et Thomas organisent des après-midi partagés. Goûter au parc, jeux de société dans le salon de l'un ou de l'autre, films d'animation avec pop-corn, un soir de pluie. Ils apprennent à se découvrir dans ces petits moments ordinaires. Léa, qui prépare des crêpes en racontant une anecdote de stage à l'hôpital, Thomas qui tente maladroitement de faire des cookies avec les enfants, Noah qui se réfugie dans les bras de sa mère quand un bruit le surprend, Camille qui s'endort sur l'épaule de son père après une journée trop longue. Ils se surprennent parfois à se chercher du regard, à rire un peu plus fort aux blagues de l'autre, à guetter un message. Mais rien n'est simple. Un soir, après avoir raccompagné Noah et Léa chez eux, Thomas reste un moment devant son volant, dans la voiture, sans démarrer. Il sent qu'il glisse doucement vers quelque chose, vers l'idée de ne plus être seulement un père et un PDG, mais aussi un homme qui pourrait aimer. Et cette idée le terrorise autant qu'elle le réchauffe. De son côté, Léa, en rangeant la cuisine après leur départ, surprend Noah en train de dessiner. « C'est quoi ça ?» demande-t-elle. Sur la feuille, on distingue 4 silhouettes, 2 grandes, 2 petites. Ils se tiennent la main. « C'est nous », répond Noah. « Toi, moi, Camille et Thomas. »« Ah bon ? Oui, on est une équipe. » Le mot la transperce. Une équipe. Elle se promet de rester prudente. Pour lui, pour elle, pour eux tous. La première vraie dispute arrive un jour de pluie, presque pour rien. C'est souvent comme ça. Thomas vient de vivre une semaine particulièrement intense. La présentation de Skylink s'est bien passée, mais les investisseurs ont demandé des ajustements lourds, des économies, des restructurations possibles. Il est épuisé,
nerveux, tendu. Léa, de son côté, sort de 2 nuits de garde. Elle tient debout grâce au café, la routine, et l'idée qu'elle va retrouver Noah cet après-midi. Ils ont prévu un goûter chez Thomas, avec les enfants. Seulement, la réunion de Thomas déborde. Il oublie de regarder l'heure. Léa arrive donc à 16 heures chez lui, en avance de 10 minutes, Noah tout excité à l'idée de jouer avec Camille. Elle sonne. Aucune réponse. Elle sonne encore, vérifie le message. 6 heures chez moi, ne prépare rien, je m'occupe du goûter. Elle attend dans le couloir. Noah trépigne. Il vient quand, Thomas? Bientôt, mon cœur. Il est 16h25, quand Thomas déboule enfin dans l'escalier, essoufflé, le visage marqué. Désolé, je suis désolé, j'ai eu une réunion, complète Léa d'une voix blanche. Il sort ses clés, ouvre la porte. Entrez, vite, vous devez avoir froid. Elle entre, pose son sac, aide Noah à enlever son manteau. Camille, qui était chez sa voisine en attendant, arrive quelques minutes plus tard. Elle s'accroche à son père. « Tu as oublié, hein? »« Non, j'ai juste eu du retard. » Elle ne dit rien, mais son silence en dit long. Le goûter commence, un peu bancal. Thomas court dans la cuisine, sort des biscuits industriels, essaie de rattraper. Léa l'observe, partagée entre compréhension et fatigue accumulée. Quand les enfants s'installent pour regarder un dessin animé, elle le rejoint dans la cuisine. « Tu aurais pu envoyer un message, » dit-elle calmement. « Je sais, j'ai complètement décroché. Je suis désolé. Tu sais ce que ça représente, pour moi, de trouver une place dans mon planning pour qu'on se voie. » Sa voix tremble légèrement. « Je sais que tu travailles beaucoup, » répond-il. « Oui. Et je sais aussi ce que c'est que d'attendre quelqu'un qui ne vient pas, » lâche-t-elle. Le passé, d'un coup, se glisse entre eux. Elle se revoit, il y a 6 ans, à la terrasse d'un café, à attendre le père de Noah qui n'est jamais venu. « Je ne suis pas lui, » dit Thomas. « Je sais, » répond-elle. Mais Noah ne voit pas la différence. Il voit juste une porte fermée. Il ferme les yeux une seconde. « Je n'ai pas oublié parce que tu n'es pas importante, » dit-il doucement. « J'ai oublié parce que j'ai encore ce réflexe de tout faire passer après le travail, même quand je crois avoir changé. Et ça me fait honte. » Elle le regarde. « Je ne peux pas faire ça aux enfants, Thomas, » murmure-t-elle. « Je ne peux pas les laisser s'attacher pour qu'ensuite ils découvrent que le travail passera toujours avant eux. »« Ce n'est pas ce que je veux, » répond-il, presque suppliant. Elle inspire, essaie de calmer les battements de son cœur. « Je crois qu'on va devoir ralentir, » dit-elle finalement. « Revenir à des moments moins chargés, juste au parc, sans attente. » Le mot « attente » résonne comme un couperet. Thomas sent la panique monter. « Tu veux dire sans nous ?»« Je veux dire sans projet de nous pour l'instant, » précise-t-elle. « Je ne peux pas avancer si j'ai peur à chaque fois que ton téléphone sonne. » Il se tait. Il entend les voix des enfants dans le salon, les rires, le bruit du dessin animé. Il voit, avec une clarté douloureuse, ce qu'il risque de perdre. Pas seulement Léa, mais cette sensation d'être à sa place, quand ils sont tous les quatre. « L'accident de Camille m'a fait bouger, » dit-il lentement, « mais pas assez vite, pas assez fort, peut-être. Je pensais que quelques ajustements suffiraient. J'ai sous-estimé à quel point je devais revoir toute ma façon de fonctionner. » Il la regarde. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, mais donne-moi une occasion de te montrer que je peux être différent, pas juste dans les mots. » Léa hésite. « Je me protège, Thomas, » dit-elle, « et je protège Noah. Je comprends. » Il baisse la tête. « Et je crois que je dois apprendre à me protéger un peu aussi, de moi-même. » Il décide, ce jour-là, de prendre de la distance. Les jours suivants sont étrangement silencieux. Moins de messages.
moins de propositions de sortie. Les enfants demandent « On voit plus Noah? On voit plus Camille ?» Les réponses restent floues. Ils sont occupés. Léa retourne à ses gardes, à ses nuits blanches, à ses petits déjeuners à deux. Thomas replonge dans ses réunions, ses tableaux, ses décisions, mais quelque chose a changé en lui. Comme si la distance avec Léa et Noah, après la peur de perdre Camille, l'obligeait à confronter une vérité plus profonde. Il a construit sa vie de telle manière qu'il est toujours à deux doigts de tout perdre. Et ça, il n'en veut plus. La décision mûrit en lui comme une évidence lente. 2 semaines après la dispute, dans un conseil d'administration de Skylink, on discute des horaires, des objectifs, des nouvelles priorités. Un membre du conseil annonce « Pour assurer la croissance, il faudra sûrement intensifier la présence internationale de Thomas. Plus de déplacements, plus de disponibilité. » Thomas regarde les visages autour de la table. Il pense à Camille, à Léa, à Noah. Il pense à la main de sa fille dans la sienne à l'hôpital, à la remarque de Léa. « Faites en sorte d'être là. » Il se lève. « Je ne serai pas plus disponible, » dit-il calmement. Les têtes se tournent vers lui. « Au contraire, je vais limiter mes déplacements et revoir mon temps de travail. » Un silence stupéfait envahit la salle. « Thomas, c'est impossible, » proteste un actionnaire. « Tu es le PDG. » Être PDG ne veut pas dire être présent 24 heures sur 24, répond-il. Ça veut dire savoir s'entourer, déléguer, décider ce qui est vraiment important. Il laisse passer un instant. J'ai failli perdre ma fille. J'ai presque perdu autre chose de précieux. Je ne sacrifierai plus ma vie personnelle pour une croissance à tout prix. Et si les investisseurs refusent, demande le directeur financier. Alors, ils refusent, tranche Thomas. Je préfère une entreprise un peu moins grosse, mais plus humaine, y compris pour moi. Cette phrase, il ne pensait jamais la prononcer un jour. Mais, pour la première fois, il sent qu'il est en train de se choisir lui-même, et par ricochet, de choisir Camille. Peut être, un jour, Léa et Noah. Le soir même, après avoir couché Camille, il sort son téléphone. Son pouce plane au-dessus du nom de Léa pendant de longues secondes. Finalement, il écrit « Je ne sais pas si j'ai le droit d'écrire, mais je voulais juste te dire que j'ai pris aujourd'hui une décision importante au travail. J'ai dit non à plus de déplacements, oui à moins de temps passé au bureau. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour nous, c'est d'abord pour moi, pour Camille. Mais si un jour tu veux en parler, je serai là, vraiment là. » Il hésite, puis envoie. Léa lit le message dans la salle de garde, entre 2 urgences. Son premier réflexe est de se protéger, encore. Les hommes promettent souvent de changer. Mais elle connaît assez Thomas pour savoir qu'il ne parle pas à la légère. Elle se surprend à se demander « Et si, cette fois, c'était différent ?» Elle ne répond pas tout de suite. Elle attend de voir si, dans les semaines suivantes, quelque chose change vraiment. Elle observe de loin. Camille arrive à l'école accompagnée par son père plus souvent. Thomas passe la voir à l'hôpital pour une journée d'observation, mais il ne décroche pas son téléphone pendant qu'il parle. Elle croise parfois son regard dans le couloir. Il ne la presse pas. Il attend. Et cette patience, cette constance, fait plus pour la convaincre que n'importe quel grand discours. Un samedi matin, quelques semaines plus tard, elle décide d'envoyer un message. « Noah me harcèle pour revoir Camille. On passe au jardin des plantes à 10 heures si vous voulez nous croiser. Sans obligation, bien sûr. » Elle appuie sur « Envoyer », le cœur battant. La réponse arrive rapidement. « On y sera. Merci. » Au parc, Noah tient un ballon. Camille arrive en courant, plâtre désormais retiré, tout sourire. Thomas et Léa se retrouvent face à face. « Salut », dit-il. « Salut », répond-elle. Ils marchent un peu, laissent les enfants lancer le ballon. Après quelques banalités,
Léa se tourne vers lui. « J'ai vu tes changements, dit-elle. « Ce n'était pas juste pour te prouver quelque chose, répond-il. C'était nécessaire. »« Je sais, murmure-t-elle. Elle s'arrête. « J'ai eu peur, Thomas, avoue-t-elle. Peur de revivre des schémas que je connais. Peur pour Noah. Peur pour moi. Moi aussi j'ai peur, admet-il. Peur d'aimer à nouveau. Peur de mal faire. Peur que Camille souffre. Il inspire profondément. Mais ce qui me fait encore plus peur maintenant, c'est l'idée de passer à côté de quelque chose de beau, juste parce que j'ai trop peur. Elle le regarde, longuement. « Tu n'as pas sauvé seulement ta fille, ce jour-là, » dit-elle doucement. « En courant à l'hôpital, en restant près d'elle, en changeant ta vie ensuite, tu as sauvé quelque chose en toi. »« Je n'en suis pas encore là, » réplique-t-il avec un sourire triste. « Si, » insiste-t-elle. « Tu as commencé à te sauver toi-même. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. » Elle hésite, puis ajoute « Je ne suis pas prête à te promettre l'éternité, mais je suis prête à te donner une vraie chance, à nous donner une chance, avec prudence, avec les enfants au centre. » Il sent son cœur s'ouvrir, encore fragile, mais bien vivant. « C'est tout ce que je peux espérer, » dit-il. Les enfants les appellent « Maman, Thomas, venez jouer, on fait les parents contre les enfants. » Léa se tourne vers lui. « On dirait qu'ils ont déjà décidé, eux, » sourit-elle. « Ils sont rapides, » plaisante Thomas. Ils rejoignent les enfants. Un match improvisé s'engage, entre passes ratées, fous rires et chutes dans l'herbe. À un moment, Noah trébuche, se fait une petite égratignure au genou. Il grimace, les larmes aux yeux. Avant même que Léa n'ait le temps de réagir, Thomas s'agenouille à côté de lui. « Hé, champion, ce n'est rien, » dit-il. « Regarde, un genou de guerrier. Tu veux que je souffle dessus ?» Noah hoche la tête. Thomas souffle doucement, comme on souffle sur une bougie. « Tu sais, moi aussi je me suis fait plein de bobos quand j'étais petit, » confie-t-il. « Et je suis toujours là. » Noah le regarde, rassuré. « On recommence à jouer ?»« Oui, » répond-il. Mais doucement. Léa observe la scène, le cœur serré. Elle voit à quel point Noah se tourne naturellement vers Thomas. Et elle voit aussi à quel point Thomas répond présent. Pas comme un sauveur, comme un adulte fiable. Un peu plus tard, alors qu'il rentre, Noah glisse sa main dans celle de Thomas, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Thomas sent cette petite main chaude, ce poids de confiance. Il jette un coup d'œil à Léa. Elle hoche la tête, comme pour lui dire « C'est d'accord ». Les mois passent. Ce n'est pas un conte de fées. Il y a encore des gardes à l'hôpital, des réunions imprévues, des soirées où l'un est épuisé et l'autre aussi. Mais ils apprennent à communiquer, à dire « je suis à bout » au lieu de claquer une porte, à prévenir en cas de retard, vraiment, à organiser les semaines en pensant à 4, pas seulement à 1 ou 2. Camille et Noah deviennent une petite fratrie recomposée, avec leurs disputes, leurs alliances, leurs secrets. Un dimanche, ils demandent « On peut faire un dessin de famille ?» Bosé-cité. Lys, Bosé-cité. Ils s'installent tous autour de la table. Camille dessine 2 grands personnages, 2 petits. Elle écrit au-dessus « Nous ». Thomas regarde Léa. « Tu te rends compte ?» murmure-t-il. « Oui », répond-elle. Elle repense à cette première nuit aux urgences, à cet homme effondré devant le lit de sa fille. Elle repense à ce qu'il est devenu depuis, plus présent, plus humble, plus humain. Il n'est pas parfait, elle non plus. Mais ensemble, ils ont trouvé une façon d'être, de se soutenir, de respirer. Et, quelque part dans ce parcours sinueux, Thomas a compris une chose essentielle. Le jour où il a couru à l'hôpital pour sauver sa fille, il a aussi commencé, sans le savoir,
a sauvé quelque chose de beaucoup plus enfoui. Son propre cœur. Léa, à sa manière, l'a guidé sur ce chemin. En sauvant Camille, elle a ouvert une brèche. Mais c'est lui qui a choisi de la traverser. Et maintenant, au milieu des dessins d'enfants, des plâtres signés, des gouttières au parc et des baisers volés dans la cuisine pendant que les enfants jouent, ils apprennent à vivre cette seconde chance qu'aucun d'eux n'osait espérer. Une chance où l'amour ne fait pas disparaître les problèmes, mais les rend plus supportables. Une chance où l'on n'est plus seul pour porter les peurs. Une chance où, quand les enfants demandent « Vous serez là demain », ils peuvent répondre ensemble, avec honnêteté. « Oui, on fera tout pour ».